écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Est-ce que vous saviez qu'il y avait dans la conquête du Maroc ou dans la période coloniale du Maroc énormément de militaires français ou espagnols qui se sont fait un nom au Maroc et qui ensuite ont transformé cette gloire en carrière politique de retour dans leur pays d'origine. Il y a des noms qui vont vous sauter à la figure. Je pense en particulier à Juin, Guillaume du côté français, à Franco, l'espagnol qu'on ne présente plus. Et pour nous éclairer sur ces carrières de militaires qui ont eu le Maroc comme tremplin politique, nous avons convoqué notre spécialiste dans la question, Monsieur Mustafa Al-Qaderi. Salut Mustafa. Bonjour à toutes et à tous. Alors est-ce que j'ai bien expliqué le thème ? C'est ton idée quand même. Oui, je l'ai proposé parce qu'on avait enregistré sur les résistances au Maroc les guerres de la conquête coloniale. Alors cela se traduit par des grades et des situations et des positions. Et le Maroc est le dernier pays conquis par la France en Afrique. Ils ont conquis l'Algérie, ils ont conquis la Tunisie, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tropicale. Mais tout cela a eu lieu avant la Première Guerre mondiale. Alors c'est la guerre du Maroc qui va arriver avec la Première Guerre mondiale et la seconde. Et on va voir à travers les itinéraires des uns et des autres que je me suis intéressé comment cette guerre du Maroc va leur servir de tremplin, si le terme est correct, pour avoir des grades. Et on va voir des exemples. Et surtout de jouer des rôles déterminants dans la vie politique française. On peut commencer par notre cher maréchal. Lyautey. D'accord. Alors parle-nous de Lyautey. Il était à l'ouest de l'Algérie, il était le chef de la subdivision de Ain Sefra, puis de la division de Ouahran. C'est lui qui est rentré à Oujda en 1905 pour venger la mort du docteur Mouchon Amrak, comme il disait. Après la conquête de Casa, il arrive en inspection. Donc il se place un petit peu dans les perspectives d'avenir. Et il est nommé en mai 1912 comme résident général. Le premier. Le second, disons. Parce que le signataire du traité de protectorat le 30 mars 1912, qui était un diplomate, qui devrait être le premier résident, en croyant qu'en signant le traité, ça y est, c'est dans la poche, mais au fait, avec la révolte de Fès, la révolte des tribus qui avoisinent Fès, finalement, on décide d'envoyer un général au nom de Lyautey. Alors, comment, pourquoi, etc. On va voir comment le lien, parce que son protecteur, qui était le ministre de la Défense à l'époque, en 1912, s'appelait Alexandre Millerand. Ce monsieur va devenir président de la République française. On est en système quatrième République. Le président de la République n'avait pas de pouvoir, mais en tout cas, il avait un pouvoir symbolique. C'est lui qui va le nommer maréchal en 1922. D'accord, donc Lyautey est résident, je pense, jusqu'en 1925. Oui. D'accord. Il démissionne. Oui. Suite à un clash, on peut dire ça, avec le maréchal Pétain. Avec le maréchal Pétain, qui, tout auréolé de sa gloire de Verdun, vient mater les tribus rifènes. Oui. Et entre les deux maréchaux, le contact se passe pas bien. Il y a un maréchal qui l'a obtenu sur le terrain, c'est Pétain. Verdun. Mais un maréchal qui devient maréchal sans avoir fait la guerre, c'est un peu bizarre. Il faut préciser que Lyautey a été très important, pas seulement en France ou dans le système colonial, mais y compris au Maroc. Son admiration pour la monarchie, y compris en France, c'est quelqu'un qui détestait profondément la République. Absolument, voilà. Il était royaliste. Il était royaliste et la France n'est plus un royaume du tout. Par contre, le Maroc en est un. Il va le renforcer, il va le dépoussiérer en termes de symboles. Peu de gens savent, par exemple, que l'hymne marocain, la musique a été écrite par Léo Morgan, qui est le chef de la fanfare, le compositeur de la fanfare de Lyautey. Mais pas pendant Lyautey, c'est après. D'accord. 27, je crois. D'accord. 27. On appelait ça d'ailleurs, même la radio marocaine. La marche du sultan. La marche du sultan, ouais. La radio marocaine, jusqu'à une date récente, j'avais alerté quelqu'un qui travaillait à la radio, il disait il ne faut plus dire cela, parce qu'ils ont gardé toujours ce terme. On sait beaucoup sur sa carrière marocaine, mais à un moment donné, il était devenu ministre de la guerre à Paris. Oui. Décembre 1916 à mars ou avril 1917. Et que c'était pas un succès.
Non, il n'est pas démocrate, Lyautey. Il ne croit pas à la démocratie. D'ailleurs, l'origine de son problème, c'est qu'il refuse à donner à l'Assemblée nationale des détails sur les opérations, etc. En disant Il refuse de rendre des comptes. Ah, il refuse de rendre des comptes, absolument. Il est poussé à la démission. Alors, quand il part du Maroc pour être ministre de la guerre à Paris, il désigne un remplaçant ici, mais provisoire, le général Gouraud. Et oui, on avait un résident provisoire, le général Gouraud, parce que justement Lyautey avait beaucoup insisté, savait qu'elle allait pas faire grand feu au niveau de Paris, et donc du coup il était sûr de revenir et donc de reprendre son Maroc à lui comme il l'appelait. Alors comment il obtient maréchal, ça reste le mystère de l'histoire de France, mais en tout cas il n'a pas participé directement aux opérations sur le terrain, ce qui est le cas de maréchal Joffre, le maréchal Pétain qui ont été désignés comme maréchaux. Or, dans la loi de la guerre, paraît-il, être désigné, avoir le titre de maréchal, il faut sauver son pays d'un désastre, d'une occupation. Ce qu'ont fait, disons, les Joffre et les Pétain. Ce que n'a pas fait Lyautey. Ce qui n'a pas fait Lyautey, surtout que la Première Guerre mondiale, en tout cas côté français, s'est passée beaucoup sur le terrain de France, pas en Allemagne. C'est l'armée allemande qui était en France. Oui, bien sûr. Donc, quand même, la France était quand même, à un moment donné, très menacée dans sa propre souveraineté. C'est pour ça que ces maréchaux ont obtenu le bâton, comme on disait, parce qu'ils ont sauvé leur pays du désastre. Ce qui n'est pas le cas de Lyautey, qui a, par une prouesse, fait... en tout cas, réussi à convaincre les autorités françaises qu'il avait fait la guerre à l'Allemagne et au Maroc. Qu'il avait fait la guerre à l'Allemagne, au Maroc, c'est ça? D'accord. Donc Lyautey avait un petit complexe par rapport à ces autres maréchaux, c'est ce que tu nous dis? Certainement. Et en tout cas, il a bataillé pour l'avoir. Ce titre. Donc Lyautey, en fait, si on reste dans le thème du tremplin par rapport à une carrière politique française, ça l'a propulsé, disons, sa conquête du Maroc à son ministère, on est d'accord? Même s'il n'a pas réussi à transformer l'essai, on va dire. Oui. En tout cas, il a essayé de faire de son mieux. Il revient au Maroc comme résident général à la place de Gouraud. On va voir aussi Gouraud, peut-être on peut le parler, puisqu'on a un cèdre qui s'appelle toujours Gouraud en Trasrou Ifren, en hommage à ce bonhomme qui avait perdu un bras dans les Dardanelles, qui était le chef des armées françaises dans les Dardanelles, en Turquie actuelle. Et donc, c'est pour cela que Lyautey l'appelle. Il est compensé en le nommant à la tête de l'armée française qui va conquérir la Syrie en 1922 avec la création du royaume arabe par le roi Faisal, fils du shérif de la Mecque, la révolte arabe, les Britanniques, les Français, etc., le Hijaz, etc. Donc Gouraud va être compensé comme chef des armées françaises et résident en Syrie. Lyautey va obtenir son bâton de maréchal parce que c'est à l'occasion, vous savez, on a eu une visite, le premier président de la République française qui rend visite au Maroc, c'est Alexandre Millerand, en 1922, en mai exactement, qui va lui remettre le bâton de maréchal au Maroc. Donc c'est étonnant, il reçoit son bâton de maréchal après avoir été ministre de la guerre. Oui, après la Première Guerre mondiale. C'est après la première qu'on donne ces bâtons. Donc on les donne aux gens qui ont fait le terrain, Joffre, et Pétain, mais Lyautey le reçoit un peu plus tard, donc on peut imaginer qu'entre 1918 et 1922, il a fait les pieds et les mains pour convaincre la hiérarchie qu'il avait fait la guerre aux Allemands au Maroc, ce qui est un peu vrai aussi, puisque les Allemands et les Turcs, les Ottomans ont essayé d'aider la résistance marocaine contre les Français, c'est-à-dire une manière d'occuper les troupes françaises au Maroc. C'est exactement ce que les Français et les Britanniques ont fait dans le Hijaz en supportant ce qu'on appelle la révolte arabe, avec l'histoire de MacMahon, etc. On parle beaucoup de Laurence d'Arabie, mais on parle très peu du rôle d'un contingent de l'armée française qui était composé d'un millier de soldats indigènes algériens et à leur tête l'ancien Hakem de Rabat qui s'appelle le colonel Brémond. Donc vous voyez, convaincre la hiérarchie à Paris qu'il a fait la guerre aux Allemands au Maroc et il a sauvegardé le Maroc et le Maroc est resté français en pleine guerre mondiale, ça pouvait justifier ce qui est arrivé effectivement. Mais comme je disais au début, en principe, être maréchal, c'est sauver son pays du désastre de l'occupation, ce qui était le cas sur le théâtre d'opération en France. Mais bon, même si la France perdait le Maroc à l'époque, le Maroc n'était pas une partie du territoire français, donc il n'y a rien qui ne le justifie, mais en tout cas il l'a obtenu et il est devenu membre de l'Académie française de surcroît. On va passer à d'autres personnages en restant chez les Français. De qui veux-tu nous parler, Sim Staffan? On peut parler de son premier officier des renseignements, colonel Berriot,
juste pour l'anecdote, parce que l'Office, c'est lui qui met en place ce réseau qu'on va appeler plus tard le Bureau des Affaires indigènes. Alors Berriot était un colonel, il se marie avec une jeune femme qui s'échappait de chez elle en France, de sa famille, avec un marquis, je crois, et qui arrive à Rabat. Et puis ce colonel lui met la main dessus, il divorce avec, mais il n'était même pas marié avec son marquis parce que il s'échappe de sa famille. Et cette femme va devenir une grande star du cinéma et du théâtre en France, y compris la direction d'un grand théâtre parisien. Il s'appelle Simone Berriot. Il a écrit l'histoire de sa vie et c'est extraordinaire, cette dame qui va trouver dans ce colonel, comment dirais-je, un passage pour devenir une star parce que c'est elle qui va inaugurer le cinéma colonial chez nous. Elle tourne un film au Maroc qui s'appelle Eto, 1934. C'est elle la star de ce film, l'un des premiers films du cinéma français sur l'époque coloniale, où on met en scène un petit peu le personnage de Mohamed Zayani. Hein. Et donc Simone Berriot commence sa carrière il garde le nom d'ailleurs de son mari qui meurt. Colonel Berriot, il est mort très tôt et il est plus tard remplacé, mais c'est lui qui met en place ce qu'on appelle les officiers de renseignement, c'est-à-dire les officiers des affaires indigènes, ce que les Marocains appelaient le Biro Arab. Donc en l'occurrence, là, c'est sa femme qui a utilisé le Maroc comme tremplin. Absolument. D'accord. On passe à... Juin. Allons-y. Le dernier maréchal de la République, maréchal Juin, qui est venu au Maroc comme résident général en 1948, après l'expérience dite libérale d'Éric Labonne. Alors c'est lui qui va inaugurer une épreuve de force avec Mohamed V à l'époque. Auréolé de son prestige, il était général et ne devient maréchal qu'après avoir quitté son poste de résident général au Maroc. Il impose son successeur Guillaume, dont on va parler, et surtout, il va inaugurer ce qu'on appelle la politique de répression au Maroc, et c'est à partir de ce moment-là, de son comportement à lui, qui, comment dirais-je, le compte à rebours va commencer dans l'histoire du Maroc vis-à-vis de ce temps colonial. Vers l'indépendance. Vers l'indépendance. Un homme dur. Il est dur parce qu'il est auréolé de son prestige de chef du corps expéditionnaire français pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui le patron de l'armée française qui a participé avec l'armée anglaise, britannique et américaine à la libération de la Tunisie, l'Italie et la France. Il était le chef du corps expéditionnaire français. C'était pas une armée puisque la France était occupée à l'époque. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est de la même promotion que De Gaulle. Quand ils ont fait Saint-Cyr, ils étaient dans la même promotion. Et Juin était sorti major de sa promo. De Gaulle, au milieu, peut-être même à la fin. Il n'était pas un brillant élève, en tout cas Saint-Cyr. Et Juin était major. Il est fils de gendarme, comme il disait, d'Algérie, il est né à Constantine. Je veux dire, il était un peu méprisé par ses origines territoriales et sociales. Son papa était gendarme, il n'est pas notable. Et il était gendarme en Algérie. Pour la hiérarchie militaire, c'était pas un grand personnage. Mais comme il sort premier de sa promo, donc du coup, il a eu du prestige. Il participe à la Première Guerre mondiale. Et à la deuxième. Avec les tirailleurs marocains. Et c'est ainsi que Lyautey le récupère. Et quand il arrive au Maroc, il n'a jamais dirigé d'opération sur le terrain. Il était en quelque sorte une sorte de chef d'état-major de Lyautey et de différents autres résidents qui ont travaillé au Maroc. Il a travaillé avec Lyautey, il a travaillé avec Théodore Steg, il a travaillé avec Lucien Sainte. Et donc c'est comme ça qu'il a obtenu ses grades. Il est venu au Maroc capitaine. Il a fini général, il devient résident général plus tard, et en partant, il devient maréchal. C'est le dernier maréchal vivant de l'histoire de France, au moment où Delattre de Tassilly devient maréchal, Leclerc devient maréchal, mais ils sont tous morts. C'est lui le seul qui est resté vivant. Il est mort, je crois, vers 1976. Quand tu dis c'est le dernier maréchal de la République, ça veut dire qu'il n'y a plus de maréchaux ? Il n'y a plus de maréchaux depuis juin, à ce jour. Ils n'ont jamais eu de guerre pour sauver la souveraineté de France. On passe au suivant, son successeur. Guillaume. Guillaume également, il arrive au Maroc capitaine 1922. Il arrive à la région d'Omknes, il fait la bataille dans la région du Moyen Atlas, à côté de Khnifra, premier officier d'Arbal Serdane. Il participe à beaucoup d'opérations, comme il disait, de pacification, c'est-à-dire de conquête. Chef d'état-major du colonel de Lustal lors de la grande bataille de Tazgzaout 1932.
Il devient chef de cercle, commandant en 1934-36. Rapidement, il devient colonel et il est nommé par le général Noguès, qui est venu au Maroc, envoyé par le Front populaire en France comme résident général au Maroc. Il devient directeur des affaires indigènes ou directeur des affaires intérieures, comme il disait, c'est-à-dire une sorte de ministère de l'Intérieur. Rapidement, il gravit les échelons, capitaine, Structure commandant. créée par Berrioz. La structure créée par Berrioz, absolument. Et donc, c'est De Gaulle qui le nomme général. Et il est le chef des Gaumiers pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'autorité de Juin. Donc Juin, le grand supérieur hiérarchique, et Guillaume, le supérieur des Goum marocains et de la DIA, la division d'infanterie algérienne, qui faisait partie de ce corps expéditionnaire français qui a participé aux opérations d'Italie à Monte Cassino, le débarquement de Marseille, jusqu'à l'arrivée à Stuttgart. Guillaume Pour Juin, d'ailleurs, j'ai oublié, une fois le succès d'Italie réussi par Juin, De Gaulle lui enlève le commandement des troupes, il le nomme inspecteur général des armées, un truc comme ça, mais il ne le laisse pas à la tête des troupes. On comprend là qu'il avait peur un peu de lui pour qu'il le concurrence, parce qu'il était auréolé d'un grand prestige. C'est l'homme de la solution de Monte Cassino. La solution de Monte Cassino, justement. C'est Juin. Oui, c'est pas Guillaume. Non. Juin, Guillaume est un exécutant. C'est Guillaume qui a exécuté l'opération. Alors, parle-nous du général Giraud, s'il te plaît. Le premier président du gouvernement provisoire de la France libre. Après la rencontre d'Anfa, janvier 1943, c'est Giraud qui préside la République libre. De Gaulle était là, mais c'est Giraud qui était le... Donc, quand on consulte d'ailleurs le bulletin officiel de la République française, c'est Giraud qui signe les premiers décrets et tout ça. Et il s'installe à Alger. Il arrive au Maroc après la Première Guerre mondiale, c'est le champion des évasions. Il a été fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, capitaine, et s'échappe de l'hôpital. Armistice, il arrive au Maroc, capitaine, il fait la guerre du Rif. Il était dans le contingent qui a réceptionné Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi, il était dans le coin. Il participait aux opérations. Ensuite, il participe à beaucoup d'autres opérations, y compris la bataille de Bougafer, c'est le général Giraud. Et c'est là qu'il a eu, ces litiges avec Quatreau. Quand on va parler de Quatreau, on va comprendre un petit peu comme ça. Et donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est chef de corps d'armée dans le Nord. Il est défait, il est fait prisonnier. Dans le nord de la France. Dans le nord de la France, sur la frontière belge. Et Hitler avait emprisonné beaucoup de généraux de France et les place dans une forteresse, une sorte de forteresse. En Allemagne. En Allemagne. Il s'échappe. Il a réussi. Il passe par la Suisse, et la Suisse, il passe à Vichy. C'est quand même une prouesse. Il est connu pour être le champion de l'évasion. Je veux dire, même bien gardé et tout, il fait son scénario, il réussit sa fuite. Donc Giraud, c'est un peu Rambo, quoi. Rambo, non, mais comment dirais-je? Parce que bon, je veux dire, c'est pas le gars qui se bat, hein. Je veux dire, il s'échappe, il arrive à filtrer, D'ailleurs, quand il s'échappe, il va vers le nord de l'Allemagne, alors que bien sûr, quand l'alerte a été donnée, on surveille la frontière avec la France. Il va d'abord vers le nord et du nord de l'Allemagne, il descend vers le sud, vers la Suisse, mais il rentre pas directement en France. Je veux dire, c'est pas par la prouesse des armes ou de la force physique, mais surtout par son intelligence et son savoir-faire. Donc je disais qu'il est venu capitaine au Maroc, il obtient son grade de général. Il participe à toutes les opérations. C'est lui qui commande les troupes des confins du Maroc, c'est-à-dire qu'il était basé à Boudnib. Il participe à Bougafer 1933, mars 33, parce qu'en août 1933, il participe aux opérations du Badou avec le chef de guerre Ouskounti. Donc, de capitaine à général, si au Maroc, c'est la guerre du Maroc qui lui donne des galons, et bien sûr, ce prestige-là, il va en jouer. Puisqu'il a été fait prisonnier en Allemagne, il s'échappe, il arrive à Vichy, il prend contact avec les Américains quand il était en Suisse. Les Américains le réceptionnent, il combine avec eux, il s'échappe de Vichy, il descend vers Marseille, le sous-marin, les Américains lui envoient un sous-marin, et il l'amène à Gibraltar, et de Gibraltar il l'amène au Maroc, il visite les États-Unis, il revient. C'est lui qui a convaincu les Américains que la France occupait, certes, il n'a plus d'armée, certes, mais il a encore une armée indigène. C'est lui qui convainc les Américains de prendre les gommiers, etc. Parce que c'est à ce moment-là que Giraud a joué sur les gommiers marocains, ce qu'ils appelaient la police indigène, parce qu'il y avait une commission d'armistice au Maroc,
des Allemands qui venaient pour dissoudre les régiments de l'armée française. Pour les Gaumiers, les Moukhazni, etc., c'était Guillaume qui était le chef des affaires indigènes. Il dit non, ça c'est de la police indigène, ça ne fait pas partie de l'armée française. Et il va utiliser cette police Et indigène. cette police indigène qui va constituer le noyau de l'armée française qui va être victorieuse à la fin. C'est Giraud avec Guillaume qui joue le jeu. Cette police indigène qui va donc être envoyée en Italie, le premier, troisième, quatrième tabord. Tunisie d'abord et puis l'Italie, oui. Et puis en Corse aussi pour le deuxième tabord. Tout à fait. Premier tabord, deuxième tabord, troisième tabord et quatrième tabord. Avec Boïda Latour au deuxième tabord, Parlange au quatrième tabord, Leblanc au premier tabord. Je ne me souviens plus qui était à la tête du troisième tabord. Restons sur le deuxième tabord, Boyer de Latour, qui s'est marié, je crois, avec une Marocaine. C'est pour ça qu'elle est surnommée Mohaoulatour. Oui, elle était surnommée Mohaoulatour, qui revient comme résident général d'ailleurs au Maroc à la fin du protectorat, avec le retour de Mohamed, avant le retour de Mohamed Ben Youssef, entre Gilbert Grandval, qui démissionne en août 1955, et ben c'est Boyer de Latour qui a liquidé l'affaire tunisienne et qu'on a envoyé au Maroc pour liquider également l'affaire marocaine. À partir du moment où le gouvernement français a décidé d'accorder son indépendance au Maroc. Juste un petit mot pour signaler que ces militaires français qui géraient les Goumiers étaient très souvent parlaient très souvent le amazigh. Hein. L'amazigh, Darija, des fois même l'arabe. Bon, ils savaient lire, en tout cas lire, parce qu'ils avaient toujours comme adjoint ce qu'on appelait à l'époque les officiers des affaires musulmanes, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une formation en arabe classique pour contrôler les hadous, les notaires, les correspondances marzéniennes, etc., etc. Donc, mais souvent, ils parlaient l'amazigh et la darija. Oui, beaucoup. D'accord. C'est Berriot, toujours on revient à Berriot, qui est à l'origine de tout cela. C'est lui qui a mis en place qui a pensé le système. Qui a pensé le système, absolument. Le ministère de l'Intérieur des colonies, c'est ça? Absolument, au Maroc, dans le cas du Maroc, oui. On arrive à monsieur... Catroux. Alors, Catroux, qui était le copain, si j'ose dire, l'ennemi intime de Giraud. Alors, Catroux, il est particulier. Catroux, il arrive d'Algérie avec les premières troupes qui traversent par Oujda vers Taoulit en 1910-1911. Il mène la guerre du Maroc. Il est bien influencé par la Darija également. Il parle très bien. Il a une carrière. Je trouve sa trace. En 1920, après la fin de la Première Guerre mondiale, il est appointé comme chef de mission militaire française à Jeddah, dans le Hijaz, au moment de la révolte arabe. Je disais au début qu'il y avait l'ancien Hakm d'Oraba qui s'appelait le colonel Brémond, qui était le chef de mission. Et il est remplacé par Catroux, donc à la tête de la mission militaire dans le Hijaz, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Laurence d'Arabie, mais on ne parle pas beaucoup de la participation française, parce que vous savez, quand on veut aborder les problèmes d'aujourd'hui, il faut toujours remonter dans le temps sur les origines des politiques suivies, des conséquences qui ont eu lieu, et puis les suites politiques, militaires, économiques et tout ce qui va avec. Donc Catroux, il est envoyé là, au Hijaz. Après, il travaille avec Gouraud en Syrie, et il nous revient au Maroc comme chef de la région militaire de Marrakech en 1930. Et il va être à Bougafer lui Et aussi. il va être à Bougafer. Parce qu'à un moment donné, Giraud d'un côté, Catroux de l'autre, se disputaient un petit peu la primauté de l'un sur l'autre dans l'organisation des opérations militaires. Le général Huré, qui était le grand chef des armées françaises au Maroc, était obligé de partir de Rabat à Bouman-Dadès pour diriger lui-même les opérations, parce que les deux généraux, ils étaient en compétition. Et donc on a sur la photo Lucien Sainte, Huré, mais Giraud qui regarde d'un côté et Catroux qui regarde de l'autre côté. Est-ce que c'est la photo où on voit aussi à Soubslam, non? Non, celle-là, c'est le salut, enfin la réconciliation, quand Huré, justement lui-même, le grand chef de Rabat, arrive pour la poignée de main avec les chefs de la conquête. On ne voit pas trop sur la photo, mais derrière lui, il y a Catroux et Giraud. Sauf que bon, Giraud, il fait 2 mètres et Catroux, il fait 1,50 m, si j'ose dire. Donc du coup, même au niveau de la taille, Giraud s'imposait par rapport à Catroux. Mais Giraud, bien sûr, a eu ses gloires. Et Catroux va lui rendre la monnaie quand Giraud et De Gaulle rentrent en compétition en Algérie, parce que De Gaulle va finir par éliminer, d'une manière symbolique, Giraud à la tête du gouvernement provisoire de la France libre. De Gaulle va devenir le président et Giraud va être éjecté. C'est Catroux qui va amener à De Gaulle cette légitimité coloniale qu'il n'avait pas, parce que De Gaulle n'avait pas de carrière coloniale, à part un petit passage en Syrie vers 27-29 rapidement, mais il n'a pas de prestige et de carrière coloniale. Par contre, il avait une carrière politique. Il était membre du gouvernement français qui a signé l'armistice avec les Allemands.
Il était secrétaire d'État à la Défense. C'est pour ça que De Gaulle a eu une carrière politique par la suite. Il avait compris le jeu politique. Et si De Gaulle avait réussi son coming back sur la scène politique à partir de l'Angleterre, c'est que lui, il a réussi à avoir, comment dirais-je, l'adhésion du mouvement politique des partis politiques français. Ce que Giraud ne savait pas, il n'a jamais eu de carrière politique, il est militaire. Pourtant, il était le premier à convaincre les Américains, d'ailleurs les Français dans les chroniques françaises, pour un petit peu déconsidérer le général Giraud, on le surnommait l'homme des Américains. Alors que c'est les Américains qui ont libéré la France quand même. Mais bon, l'histoire de le nommer comme ça l'homme des Américains, comme c'est une manière de le déconsidérer, comme si De Gaulle n'était pas l'homme des Britanniques. Donc du coup, à la conférence d'Anfa de janvier 1943, on a Roosevelt assis, on a Churchill assis et les deux généraux qui font les 2 mètres assis également. Alors vous imaginez pourquoi ils étaient tous assis. Parce que Roosevelt et Churchill sont petits de taille. Les 2 autres, ils font 2 mètres chacun. C'est-à-dire De Gaulle... De Gaulle, il fait 2 mètres, Giraud fait 2 mètres à peu près. Bon, j'exagère, peut-être 1m95. Mais en tout cas, on ne pouvait pas avoir de photo debout. Il n'y a aucune photo debout des 4 personnages. Ils sont tous assis, comme ça ils sont à égalité. Donc jusqu'à cette conférence d'Anfa, il y avait De Gaulle, il y avait Giraud. Au début, Giraud avait le dessus. De Gaulle était le chef au niveau de Londres. Mais les Américains, bien sûr, ils ont traité avec Giraud. Et donc, du coup, c'est Giraud qui a eu le devant de la scène. Mais dès qu'ils se sont installés à Alger, bien sûr, à Alger et en Algérie, il y avait les partis politiques français, il y avait les représentants de chaque mouvement, il y avait les communistes, il y avait les résistances, etc. Ils ont adhéré. Et c'est une sorte de coup d'État, si j'ose dire, que De Gaulle a réussi à prendre les devants de la scène et à devenir le président de la République, de la France libre, comme on disait, alors que c'est Giraud qui était le premier. D'ailleurs, Giraud, il a laissé ses mémoires et il a même subi à un moment un attentat. Et il a essayé dans ses mémoires, il est mort en 1947, je crois, ou 48, il a essayé de défendre, y compris en parlant de défendre son honneur, parce que comme si on l'accusait d'être l'homme des Américains, donc une sorte d'espion, alors que pour lui, il ne s'agissait que de la souveraineté française et de retrouver la souveraineté française. Donc vous voyez comment cette carrière coloniale, dans les dernières guerres qui ont eu lieu au Maroc pour l'armée française, ou des gens qui sont arrivés au Maroc avec de grades de capitaine qu'ils ont obtenus pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils sont sortis de Saint-Cyr, et c'est ici qu'ils obtiennent tous leur grade de général sans exception. Catroux, Guillaume, Noguès d'ailleurs, qui est venu également, résident général de 1936 avec le Front Populaire, c'est eux qui le nomment. Le Front Populaire, on le nomme comme, on le présente comme ami des nationalistes, mais il envoie un général. Vous savez, dans l'histoire de la colonisation, quand on envoie un général, c'est le bâton. Quand on envoie un civil, on essaie un petit peu de faire un peu de politique économique, etc. Avec les généraux, il n'y a que la répression. Noguès a fini sa carrière ici au Maroc parce que De Gaulle voulait le punir et il s'est échappé au Portugal en 1943. Il a été condamné par contumace à mort. Et puis il a été gracié vers les années 50. C'est comme ça qu'il rentre en France. Donc vous voyez que tous ces personnages ont obtenu. Noguès a fait sa carrière militaire au Maroc également. Il a participé aux toutes premières batailles des années 14, 15, 16, 17. Il était dans le Rif aussi, au moment de l'offensive de Abdelkrim entre 1923 et 1925. Il a beaucoup souffert des offensives de Abdelkrim Noguès, qui était un chef d'une colonne mobile qui bougeait un petit peu d'est en ouest, d'ouest en est, et il fait partie de ce contingent qui a eu ses heures de gloire avec la guerre du Maroc. C'est pour ça qu'on trouve leur impact dans l'histoire politique française par rapport aux officiers qui étaient en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., qui ont eu des carrières militaires au 19e siècle, mais au 20e siècle, ils n'ont jamais eu de carrière militaire. On a vu donc comment le Maroc a propulsé les militaires français sur le devant de la scène par rapport et à quel point leurs actions militaires chez nous ont changé leur destin. Mais aucun destin n'a été autant transformé que celui d'un Espagnol, en l'occurrence, Franco. Raconte-nous, s'il te plaît, comment son passage au Maroc a conditionné sa prise de pouvoir en Espagne et ses longues années de chef d'État espagnol. Francisco Franco, il arrive au Maroc après comme ils appellent les Espagnols, le désastre d'Anoual, après la bataille de Dahro Barran.
Et il est blessé d'ailleurs dans la guerre du Maroc. On parle même d'une blessure qui a impacté sa vie sexuelle, ce qui explique aussi sa rage par la suite. Et suite à sa blessure, il est désigné comme une sorte de... Il est rédacteur en chef d'une revue des troupes militaires. Parce qu'à l'époque, on diffusait, la presse militaire suivait aussi la formation des sites militaires, y compris par l'information, mais aussi des articles de fond sur les opérations militaires, sur la tactique, etc., etc. Et donc, après sa blessure et sa convalescence, on le désigne à la tête de cette revue. Donc, il ne participe pas directement à la guerre du Rif avec Primo de Rivera et Pétain. Ensuite, il est désigné gouverneur des Canaries. Donc, vous voyez, il fait une ascension rapide et fulgurante. Parce que 1930, Primo de Rivera a été éjecté, la République est arrivée, un nouveau processus politique a commencé en Espagne. Il était gouverneur aux Canaries. Et c'est à ce moment-là qu'il commence, notre Franco, à essayer de mobiliser les gens qui étaient de même optique politique et surtout parmi les officiers qui étaient au Maroc, entre autres les officiers qui étaient à Tétouan. Et c'est comme ça qu'il déclarait la rébellion à la République espagnole à partir de Tétouan. Et c'est là que commence sa véritable carrière militaire parce qu'il mène les opérations lui-même. Et il mobilise, alors ce qui est curieux aujourd'hui, on ne comprend pas comment ces Réfins, ou les gens du Nord d'une manière générale, qui se sont battus mordicus contre les Espagnols, et dès que les Espagnols en avaient besoin d'eux, c'est comme l'histoire de nos gommiers, un côté français, ils adhèrent, et puis ils participent à la conquête de Franco du pouvoir politique en Espagne. Alors, réponds à cette question. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le contexte, il y a la défaite, il y a le désarmement, il y a le désastre, il y a la pauvreté, et surtout, peut-être aussi, une manière de faire la revanche aux Espagnols. Faire la guerre aux Espagnols en Espagne, quel bonheur pour les gens du Nord de rendre la monnaie un petit peu de ce qui a eu lieu auparavant. Pourquoi pas ? C'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Avant cette notion-là, mais faire la guerre aux Espagnols en Espagne aussi, c'est une manière de rendre la monnaie de la défaite de l'expérience de Mohamed Ben Hakim Khattabi. Donc tu es en train de nous expliquer que donc le général Franco, donc qui va devenir, qui va finir par gagner cette fameuse guerre d'Espagne contre les républicains, a démarré du nord du Maroc. Ah oui, il a démarré de Tétouan, il a mobilisé les officiers de l'armée espagnole, parce que vous savez, dans l'armée espagnole, il y avait ce qu'on appelle le courant colonialiste et le courant non colonialiste. Les Africains, comme ils se nommaient, ceux qui étaient pour le projet colonial au Maroc. Je rappelle qu'après le désastre de Cuba, comme ils le présentent dans leur histoire en 1898, après avoir perdu Cuba, l'expansion coloniale pour les Espagnols est devenue une chose indésirable. Mais il est resté un courant, surtout militaire, pas du tout politique, qui continuait à soutenir l'idée de continuer d'être une puissance coloniale. Alors que tous les Espagnols, les partis politiques savaient pertinemment que l'Espagne a perdu son prestige colonial. Il était la première puissance dans les Amériques et il est devenu rien du tout. Avec la fin de la dernière colonie. Vous savez, le processus des indépendances dans l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord d'abord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud plus tard, qui était, à l'exception du Brésil qui était portugais, le processus des indépendances a commencé au début du 19e siècle, 1820 à peu près. Donc le 19e siècle voit l'Espagne perdre toutes ses colonies américaines. Et c'est fini au niveau du prestige. Pérou, Uruguay, Argentine, Tout. Paraguay, Colombie, etc. Mexique, c'est ça ? Tout. Voilà. Puis finir par Cuba. Cuba, la dernière possession américaine. Début du XXe siècle, le désastre de Hanwell. Alors, entre 1898 et 1921, un désastre plus un désastre, c'est-à-dire le courant qui défendait l'idée de terminer avec la colonisation était plus, en principe, puissant que le courant qui voulait continuer. Mais Franco, il appartient à quel courant ? Est-ce qu'il veut une Espagne colonialiste ou non colonialiste ? Colonialiste. D'accord. Colonialiste. Même Primo de Rivera, au début, il était anticolonialiste. Il ne voulait plus du Maroc. Mais, il y a un traité avec la France. Il est interdit à l'Espagne de se traiter sa position. C'est-à-dire, si l'Espagne n'en veut plus, il n'a pas le droit de la se traiter ou de la donner à une autre puissance européenne. Ils sont obligés de la garder ou de renégocier avec les Français, c'est-à-dire pour la donner aux Français. Mais les Britanniques ne veulent absolument pas que les Français arrivent en Méditerranée. Donc, je dis, Primo de Rivera, qui va faire un coup d'État en 1925, qui va prendre le pouvoir, qui va devenir chef du gouvernement, chef des armées, et qui va
lui-même être un peu le grand boss de l'armée espagnole dans la guerre de reconquête du Nord, quand Pétain a été désigné par le côté français, au début, 1921-1920, après le désastre danois comme il l'appelle, il était contre le projet colonial. Mais comme ils étaient coincés parce qu'ils appellent le droit international et la convention avec la France, comme c'est le fait accompli, c'était imposé à eux. Mais Franco, il était dans le courant des africanistes, ceux qui défendaient le projet colonial espagnol, surtout qu'il y a, comment dirais-je, une sorte de dette historique à rendre au Maroc par rapport à la Reconquista. Depuis la Reconquista, je veux dire, on rêve de reprendre ce Maroc. On a appelé Dakhla Villa Cisneros, le cardinal de l'époque de la Reconquista et comment dirais-je, les tribunaux de l'Inquisition, etc. Parce qu'elle était aussi de ce courant catholique, traditionnaliste, conservateur, lié à l'Église, très proche de l'Église. Donc il y a tout ça qui est en contexte pour que Franco et d'autres soient... il était colonel, il n'était pas encore général, je veux dire, quand il commence sa sédition, mais il arrive à imposer ses vues même à des généraux, et c'est comme ça qu'il réunit le premier noyau de l'armée espagnole à Tétouan pour traverser la Méditerranée, comme Tariq Ben Ziyad, et de mettre pied de l'autre côté de la Méditerranée et de commencer sa conquête du sud vers le nord. On est en 1936, le début de la guerre civile. Ça a duré 3 ans, de 1936 à 1939. Et il va garder le pouvoir jusqu'à son décès en 1975. Exactement. Vous savez, on a eu un militaire marocain qui a eu ses heures de gloire avec Franco, c'est le général Amziane, qui était originaire du Rif et qui était une sorte de bras droit de Franco. Il a fini sa carrière comme gouverneur des Canaries et au moment de l'indépendance, cet homme a choisi de rentrer dans l'armée marocaine et il était parmi les généraux, le premier. On avait 2 généraux d'ailleurs, 2 premiers généraux dans l'histoire de l'armée marocaine. C'est le général Amziane qui était avec Franco et le général Ktani qui a gagné ses galons également avec les Français et qui était en Allemagne, qui était responsable de l'armée. Il avait le grade de général avec l'armée française. Vous savez, un indigène d'Algérie, du Maroc, de Tunisie pour obtenir le grade même de colonel. Bon, colonel c'est l'extrême, mais général, à ma connaissance, il n'y a que Ktani côté français et Amziane côté espagnol. Donc, Franco avait promu ce Amziane général, donc chez nous d'ailleurs au Maroc, on le surnomme même maréchal, on lui donne un peu le titre de maréchal Amziane, qui était le beau-père de général Mdbouh, etc. Mais aussi Franco, il y a un élément très intéressant d'ailleurs à creuser, c'est que la garde personnelle de Franco, c'est la garde Yamora. Donc c'est les gens du Maroc qui constituent sa garde rapprochée. Et d'ailleurs, quand elle reçoit Mohamed V à Madrid le 7 avril 1956 pour signer la reconnaissance de l'Espagne de l'indépendance du Maroc, on voit Franco et Mohamed V dans la voiture et tout autour des cavaliers de la Guardia Mora de Franco, en Burnous, Djillabar, Za, etc. Et c'était sa garde personnelle. D'ailleurs, on voit ça dans certains films, comme dans le film de Kelloch, Terra et Libertad, Land and Freedom. Ouais, sur le Poum. Sur le Poum, absolument. Quand il veut montrer l'armée franquiste, c'est la Guardia Mora qu'il montre, pour montrer, c'est-à-dire c'est les forces franquistes. Voilà pour l'histoire, comment le Maroc a permis à Franco de faire la Reconquista, dans le sens inverse, pour occuper le pouvoir en Espagne et d'instaurer le régime fasciste. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était très intéressant encore une fois et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.